Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici les titres à développer pour ce 20h. La société civile reprend l'initiative. Elle est montée au créneau jeudi dernier pour dénoncer le retard dans la distribution des cartes d'électeurs. La HAC en campagne pour le respect des règles déontologiques en cette période électorale. L'instance de régulation des médias est allée sensibiliser les journalistes à Parakou sur la conduite à tenir pendant la campagne électorale. Prise de contact du nouveau directeur général de la douane et droits indirects avec les unités sous sa tutelle. Charles Cézanne s'est rendu à la recette douane aéroport de Cotonou. Merci de votre attention. La campagne a été lancée depuis ce vendredi. Eh bien, déjà sur le terrain, plusieurs partis alliances se bousculent et tentent de convaincre les électeurs. L'Alliance pour une nouvelle gouvernance, ANG, a ouvert sa campagne électorale cet après-midi à Cotonou. Il s'est agi d'une alliance qui regroupe 3 partis politiques, à savoir le Parti communiste du Bénin, PCB, le Parti social-démocrate, le Bélier, PSD, le Bélier, et le Creuset pour le développement et le progrès, CDP. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur les images et les temps forts donc, de cette première sortie de l'Alliance pour une nouvelle gouvernance. Et puis la haute autorité pour l'audiovisuel de la communication donc, qui a lancé la campagne de vulgarisation de la décision 15019 HAC du 25 mars 2015. Les responsables de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication ont invité les professionnels des médias de Parakou à redoubler de vigilance dans le traitement des informations relatives aux élections législatives. La délégation de la HAC a mis un accent particulier sur l'équité. Ousmane Baparapé. Des couvertures médiatiques sans dérive lors de la campagne pour ces élections législatives, cet objectif de la HAC était au centre de la séance de vulgarisation de la décision numéro 15-019-HAC du 25 mars 2015 avec le professionnel des médias exerçant à Parakou. Les échanges avec les participants auront permis aux membres de la délégation de l'instance de régulation de dissiper les craintes. Cette décision invite les journalistes à faire preuve de professionnalisme dans le traitement de l'information et demande également aux journalistes de respecter l'équilibre entre les partis politiques ou alliances de partis qui vont les solliciter pour les couvertures médiatiques. Je pense qu'au niveau de l'Office, nous avons l'expérience de cette couverture-là. Et nous pensons humblement que nous n'allons pas faillir à notre mission au niveau de l'Office, celle-là qui consiste à faire une couverture équilibrée. Les démarches de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication en cette période électorale sont appréciées à leur juste valeur. Pour les hommes des médias, la répétition est pédagogique. Pour un organe de presse ou un journaliste qui respecte rigoureusement le code de déontologie et de l'éthique, on n'avait pas normalement besoin de le rappeler. Mais pour préserver la paix et l'unité nationale, rien n'est de trop. Je trouve cette méthode juste. Et au cours de cette séance, effectivement, j'ai été enrichi par le fait qu'il faut que pendant cette période, la déontologie soit notre maître mot. La décision numéro 15-019-HAC portant à réglementation de la campagne médiatique comporte 70 articles répartis en 7 chapitres. Et puis les acteurs de la société civile tentent de reprendre l'initiative. Alors hier, face aux hommes des médias, ils ont essayé de se prononcer sur la polémique liée au financement du COSLEPI. Reportage Marie-Louise Perrin. Autour du sujet à polémique qu'est le financement du COSLEPI, 5 représentants de l'organisation de la société civile ont écouté les différentes parties intervenant dans le processus électoral. Lorsque nous avons appris comme vous qu'il s'agissait de 2 milliards,
nous nous sommes rendus donc au COSLEPI pour demander de quoi s'agit-il pour ces 2 milliards que vous réclamez, alors que plus tôt, vous avez demandé 500 millions pour l'affichage des listes et la surveillance de ces listes-là. Et pour nous, à la radio, à la télé, pour tout le monde, c'était donc fini. Et si c'est fini, ok, qu'est-ce qui se passe encore? C'est là que nous sommes surpris. Ils nous ont fait sortir une liste qui dit, mais non, en fait, il ne s'agit même pas de 2 milliards, qu'il s'agit de 3 milliards. Et il faut qu'on comprenne que les besoins sont là. Et lorsqu'ils expriment un besoin au niveau du ministère des Finances, ces besoins sont coupés, ces besoins sont charcutés, sans consentement de COSLEPI. Et lorsque vous voyez les montants, sur la plupart de ces montants, lorsque nous avons posé la question au ministre des Finances, le ministre des Finances nous a dit non, que la plupart des besoins exprimés ici ne sont que des doublons. Et il a démontré que de ces doublons, qu'il reconnaît que ce qui est important maintenant là, c'est les besoins relatifs, n'est-ce pas, à l'édification, sur la compréhension que nous avons, mais ce qui coûte essentiellement l'impression, la plastification, la distribution de ces cartes. C'est ça qui se retrouve dans les 611 millions que le ministère des Finances reconnaît qu'il faut envoyer à COSLEPI. Nous avons besoin de maintenir les dates des élections pour que nous puissions franchir les autres étapes qui viennent. Sinon, nous allons rentrer dans un vide juridique et nous allons hypothéquer les prochaines étapes. Quand nous étions à COSLEPI hier, nous avons vu effectivement, ils ont déjà plastifié tout le nord, les collines. Ils étaient sur le littoral. Nous avons vu ça. Mais le problème qui se pose, voilà qu'il y a un problème de paiement. Comme on n'a pas payé ce qui était livré, les 3 millions, il reste encore 1,5 million à plastifier. Et d'où le bas blesse. Et nous nous sommes dit que nous, membres de la société civile, nous n'avons pas de l'argent à donner aujourd'hui. Mais nous avons exhorté, nous avons fait un plaidoyer en direction du ministre pour que quel que soit le problème, la paix n'a pas de prix. Donc, de donner les sous. Et quand l'audit va faire son travail, on saura si COSLEPI a bien géré ou a mal géré. L'essentiel. Mais nous, membres de la société civile, nous avons fauté également. Parce que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, nous avons une part de responsabilité. Quand on nous avait demandé de sortir pour aller regarder nos noms sur les listes, avant la correction, nous ne sommes pas sortis. Nous, population, nous ne sommes pas sortis. Ce qui a fait qu'au lieu de 15 jours, on se retrouve à 35 jours. Au lieu de 10 jours, on se retrouve voilà. Et tout ça, là, ça a un montant. Puisque les agents ont travaillé, même s'ils n'ont pas travaillé, et ils étaient assis là tous les jours, comment rien n'est fait, on les a recrutés, il faut les payer. La loi a prévu qu'après que COSLEPI aurait terminé sa mission, qu'il y ait des audits. Parce que nous ne voulons pas mettre notre démocratie entre parenthèses. Ce budget qui a été arrêté de manière unilatérale par le ministère des Finances. On ne les a pas invités au débat avant d'arrêter le montant. Nous avons posé la question au ministre. Mais lorsque les gens ont demandé les 500 millions pour coller les listes, vous les aviez quand même rapidement donnés. Il dit oui, nous les avions rapidement donnés parce qu'entre-temps, nous nous sommes dit qu'il n'était plus nécessaire de coller les listes. Mais COSLEPI leur a dit, comme les gens ne sortaient pas et ne venaient pas, qu'il était important pour eux, surtout qu'ils n'ont pas encore atteint le quota de 95% d'électeurs potentiels, qu'il était question de coller les listes et que c'est pour cela qu'eux, ils ont donné les 500 millions. Ils ont dit entre-temps, parce que COSLEPI nous faisait comprendre, en donnant un exemple comme quoi ils ont demandé 80 francs pour la plastification par carte d'électeur. Et nous avons demandé au ministre de nous expliquer pourquoi
de 80 francs que les autres ont demandé, ils sont allés à 65 francs. Or, Coslepi nous disait pendant qu'on était en face d'eux qu'ils étaient passés de 80 francs à 35 francs et que c'est après négociation qu'ils sont retournés maintenant à 65 francs. Et le ministre nous dit qu'ils avaient prévu pour près de 5 millions et quelques de votants. Alors qu'en fin de compte, il n'y a eu que 3 millions et quelques de votants. Ce qui fait diminuer net, quand vous faites 65 francs multiplié par 5 millions, ça a un coût. Mais lorsque vous revenez à une autre norme, que 3 millions et quelques, ça a un autre coût. En ce qui concerne la société civile, l'heure n'est pas aux négociations, mais à la tenue des élections à bonne date. Et puis l'organisation non gouvernementale Cercle du développement sur la vie et le progrès dans la dynamique de l'apaisement s'engage à œuvrer pour des élections apaisées et sans violence au Bénin. C'est à travers le slogan « Élections oui, violence non » sur les membres jeunes ambassadeurs de paix qui ont été formés et installés hier. La cérémonie d'engagement a eu pour cadre l'amphithéâtre Roulégué de l'UAC. Le point de cette cérémonie avec Edom Mpati. Ces jeunes citoyens actifs que voici sont les membres de l'ONG Cercle de développement sur la vie et le progrès. Ils viennent de mettre sur pied en ces périodes électorales un projet dénommé Club No Violence en période électorale. Et pour porter haut ce message de paix sur tout l'étendue du territoire national, des jeunes ambassadeurs de paix ont été formés sur les comportements à adopter en période électorale. Ils auront pour tâche de faire en sorte que les citoyens soient informés des voies de recours en matière électorale, de prendre contact avec les chefs traditionnels afin qu'ils sachent le bien fondé des élections et leur rôle dans le maintien de la paix, organiser des séances de sensibilisation dans tout le Bénin, pour ne citer que ceux-là. Toutes ces actions nécessitent des moyens, surtout financiers, qui dépassent la force financière des membres de l'ONG. C'est le moment pour nous de saluer et de féliciter les partenaires. Le président de cette ONG, par ce nouveau projet, exhorte les membres à plus d'engagement dans leur rôle d'ambassadeur de paix. Vu l'enjeu important qui attend notre pays, le Bénin, à savoir les élections de 2015 et 2016, notre organisation, en harmonie avec son plan d'action, a décidé de contribuer à la paix avant, pendant et après les élections. C'est pourquoi j'exhorte les uns et les autres, les camarades étudiants, à prendre au sérieux l'événement du jour pour pouvoir jouer le rôle qui est le leur dans ce processus dont les pays qui ont expérimenté la violence continuent de regretter. Créée depuis 2003, l'ONG CDVP est une organisation apolitique et laïque, riche en diversité culturelle et culturelle. Les responsables ont saisi l'opportunité pour lancer un appel aux personnes de bonne volonté dans l'atteinte de leurs objectifs. Boniaï s'est rendu hier à Zapota pour le lancement du programme d'assainissement de cette commune. Plus de 2000 mètres de voies seront pavés dans le cadre de ce programme afin d'offrir aux populations un confort dans leur déplacement et un cadre de vie sain. Le lancement des travaux a eu lieu en présence des populations. Emmanuel Seba pour le compte-rendu. Zapota rejoint le peloton des communes bénéficiant des programmes d'assainissement et de pavage initiés par le gouvernement avec le concours de ses partenaires. L'enjeu, c'est d'offrir aux populations de cette commune un cadre de vie attrayant, ainsi que l'exigent les OMD, mais aussi l'agenda 2063 de l'Union africaine. À l'heure du bilan, le président Boniaï souhaite évoquer les progrès du Bénin avec fierté, d'où son implication, son constant combat pour la sécurité humaine. Zapota est maintenant pris en compte et les travaux combinés à ceux qui seront réalisés à Boycon permettront d'en finir dans la commune avec les inondations. Pavage et assainissement de la voie Zapota Carrefour vers Dokpa.
sur une longueur de 500 mètres. Pavage et assainissement de la voie Zakota-Carrefour, Carrefour-Martin sur une longueur de 500 mètres linéaires. Pavage et assainissement de la voie Zakota-Carrefour, église protestant sur une longueur de 500 mètres linéaires. Pavage et assainissement de la voie Zakota-Carrefour, marché maison des jeunes sur une longueur de 500 mètres linéaires. Et enfin, le pavage et l'assainissement de la voie Zakota-Carrefour, mairie centre de santé CEG sur une longueur de 200 mètres linéaires, soit un total de 2200 mètres linéaires. En dehors du pavage des rues, des ouvrages connexes sont prévus dans le cadre du projet d'assainissement de Zakota. Le coût global de l'ensemble des travaux est de 1,319 milliard de francs. Les autorités communales ont remercié le président Boni Yayi qui, par le passé, avait œuvré pour l'assainissement de Zakota à travers diverses initiatives. Il s'agit par exemple du PGU-D1 pour un montant de 21 milliards de francs. Le PGU-D2, 45 milliards de francs, y compris les crédits additionnels. Enfin, le PGMUR en cours d'exécution. Pour les populations bénéficiaires de ces différentes mesures, difficile de cacher la joie qui les anime. C'est pour dire leur gratitude au président Boni Yayi qu'elles ont fait massivement le déplacement. Le chef de l'État, fort de l'enthousiasme des populations, n'entend pas s'arrêter en si bon chemin et évoque des mesures à venir. Chers parents, je n'ai pas changé. Tout à l'heure, j'ai échangé avec le ministre, les ministres, le maire. Je crois qu'il vous reste 2 chefs-lieux d'arrondissement ici à Zakota, la commune, qui ne sont pas encore électrifiés. Je vous le jure au nom de Dieu le Père Céleste. Ces 2 chefs-lieux d'arrondissement seront électrifiés très bientôt. Très bientôt. Nous sommes en train de mettre en place ce mécanisme au sein du gouvernement parce que, mû par le souci de voir nos jeunes et nos chères mamans s'adonner à des activités rémunératrices de revenus sur toute l'étendue du territoire national. Ce programme nous permettra d'électrifier encore 105 chefs-lieux d'arrondissement qui attendent de l'aide sur les 546 chefs-lieux d'arrondissement. Monsieur le ministre, les 2 chefs-lieux d'arrondissement qui attendent à Zakota font partie de ce lot et diligences sont en train d'être prises pour que nos chers parents de ces chefs-lieux d'arrondissement et au passage ceux-là qui vivent dans les villages et ils sont nombreux puissent tirer profit de ce facteur de production. Chers parents, j'ai aussi insisté sur les autres infrastructures, les routes. J'ai eu l'occasion de faire le tour du zoo, le plateau d'Abomey et d'Angoli. Et je me suis fait une idée exacte du travail qui nous attend. Interconnecter les communes, régler la question des pistes rurales, les routes, pour que vous puissiez évacuer vos productions qui doivent être transformées. Mes chers parents, et pourquoi d'ailleurs le maire, tout à l'heure, lui a demandé qu'est-ce qu'il tient à cœur, m'a parlé de cette usine de transformation des oranges. Nous sommes là-dessus. Presque le dénouement, c'est pour bientôt. Ces usines ne sont pas faites pour être des éléphants blancs. Elles sont faites sur la base de ce que les Indiens nous ont indiqué, des technologies adaptées. C'est construit pour vous, chère maman, en coopérative, à une certaine échelle. Et c'est vous qui devez être formés pour faire tourner cette usine. Bientôt, les Indiens qui ont construit ces usines
reviendront pour faire tourner les usines dans de meilleures conditions et apporter les infrastructures d'accompagnement dont vous avez besoin, des voies de communication pour évacuer vos productions. Nous avons besoin des infrastructures de marché, les marchés locaux, communaux, les marchés nationaux, sans oublier, chers parents, les marchés régionaux, sous-régionaux et régionaux. Parce que nous devons interconnecter notre pays à la sous-région et à la région. Et nous sommes en train de le faire. Le ministre des Transports est là. Après mon départ, il pourra bien vous expliquer ce qu'il est en train de faire. Et dans tout ça, Zapota ne peut jamais être oublié. Parce que vous êtes en plein cœur de la République. Et la République ne vous oubliera jamais. Au lancement du programme d'assainissement de Zapota, le message du chef de l'État a été basé sur la sécurité humaine. Outre l'énergie et les infrastructures routières, le président Boni Yayi a évoqué plusieurs sujets, dont la formation professionnelle des jeunes en vue d'assurer l'auto-emploi, l'accès à l'eau et la transformation agricole. S'agissant de l'assainissement de Zapota, le président de la République a souhaité que le conseil communal et les populations accompagnent l'entreprise ayant à charge les travaux. Le projet de construction des ponts métalliques sera bientôt une réalité et pour cause, l'étude sur l'exécution des travaux a démarré sous le regard effectif de l'ingénieur du groupe en charge des travaux. Jean-Claude James est allé sur le terrain faire le constat et voici son reportage. Le groupe EIFAGE joint l'acte à la parole donnée au président Boni Yayi. Le projet de construction des ponts métalliques initié par le gouvernement béninois est effectivement mis en œuvre avec l'étude d'exécution en cours au niveau des carrefours Sobebra et Vedoko. Comme vous le savez, la semaine dernière, il y a eu une grande équipe, une grande délégation du groupe EIFAGE qui est arrivée à Cotonou le 29 mars dernier. Et le gouvernement a signé avec le groupe EIFAGE un MOU le lundi 30 mars. Et le mardi 31 mars, le groupe était avec le chef de l'État au carrefour Sémin pour la pose de première pierre de l'autoroute carrefour Sémin-Porte-Novo et du second nouveau pont de Porte-Novo. Après cela, nous étions revenus à la Béninoise pour la pose de première pierre des ouvrages à faire à ce niveau-là aussi, pour faciliter la circulation dans la ville de Cotonou. Donc, suite à cette cérémonie de la semaine dernière, avec l'engagement pris entre le gouvernement et le groupe EIFAGE, le groupe EIFAGE a envoyé une délégation d'ingénieurs cette semaine ici à Cotonou pour faire des levées topographiques et commencer l'étude technique. C'est dans ce cadre-là que toute l'équipe que vous voyez derrière moi, ils sont arrivés, l'équipe est arrivée afin de pouvoir faire ce travail-là toute cette semaine. C'est prévu qu'ils finissent le travail des levées topographiques d'ici le vendredi. Et bon, le travail continue. Donc c'était les premières phases du processus de la réalisation de l'infrastructure. L'ingénieur de EIFAGE est arrivé, mais il travaille avec les bureaux locaux béninois. Donc c'est une coopération déjà entre le groupe EIFAGE et des bureaux, des cabinets locaux ici pour faire ce travail technique. Les travaux ont commencé déjà. Donc, il faut les études, il y a des questions techniques. Donc, ces questions techniques vont nous amener à avoir un schéma beaucoup plus clair sur ce qu'il faut réaliser. On va commencer par les deux aménagements des deux carrefours, en l'occurrence de la Béninoise et Toyota, qui seront en passage supérieur des autoponts métalliques. Bon, on dira aussi que tout le personnel qu'on va utiliser est un personnel local, recruté sur place. Ce sera comme des cadres, des agents de maîtrise, que des ouvriers, tout sera local. D'ailleurs, on a commencé par travailler en collaboration avec deux bureaux d'études béninoises qui sont en train de faire les levées topographiques qu'on compte terminer d'ici le vendredi. Alors, il y a un bureau sur la Béninoise et un bureau sur le carrefour Toyota. Bon, on peut dire maintenant que les travaux ont démarré parce que ce qu'on fait là,
c'est pour faire un projet d'exécution. Parce que qui donc dit projet d'exécution, c'est parce que le projet a déjà démarré. Donc maintenant, sur la base des levées topographiques, on va faire le projet d'exécution pour définir les quantités, définir les réseaux, comment l'aide à déplacer, définir les réseaux d'assainissement et tout ce qui suit. Donc maintenant, après ça, on va démarrer les travaux proprement dits. Mais quelles seront les caractéristiques de ces ouvrages? Il s'agit de lever toute la bande, 500 mètres de part et d'autre, et les embranchements, les pistes connaissent tout ce qui est adjacent au projet. Donc c'est en quelque sorte ce qu'on est en train de faire. Et puis le délai, ils nous ont dit de livrer ça dans 2-3 jours pour qu'eux, ils commencent par sortir la maquette réellement par rapport au projet qui sera réalisé au Bénin. Oui, il y a le bureau d'études Afrique Études et le cabinet ITCA du président de l'ordre des géomètres experts du Bénin, de M. Jules Pofadi. Donc c'est les deux cabinets qui sont en charge des travaux de levée topographique. In fine, les usagers seront soulagés avec la fluidité de la circulation au niveau de ces deux carrefours. Après Commun et Ilakondi, les responsables de l'unité de douane aéroport ont reçu la visite de leur nouveau directeur général. Eh bien, dans le cadre de la tournée qu'il a entreprise, Charles Cézanne est allé s'enquérir des conditions de travail de ses collaborateurs. Il n'a pas la même occasion invité les responsables à plus d'entrain au travail. Et voyons le reportage d'Estelle Pazot. En réunissant les responsables de l'unité de douane aéroport de Cotonou, le directeur général des douanes et droits indirects poursuit un seul objectif: prendre contact avec ses collaborateurs, s'imprégner de leurs conditions de vie et de travail et surtout s'assurer de la qualité de l'exécution des services. Nous avons vu une troupe prête, n'est-ce pas, à relever tous les défis, surtout les défis de recettes. C'est vrai que par les temps que nous traversons, il y a certains facteurs limitants, à savoir l'organisation des élections dans la sous-région, la mise en œuvre du texte CEDEAO qui n'est pas sans impact sur le niveau des recettes. Mais au-delà de tout ce qu'on peut constater, n'est-ce pas, j'ai vu des agents réellement engagés, n'est-ce pas, à relever le défi, n'est-ce pas, d'amélioration du niveau des recettes. Bon constat certes, mais le directeur général a exhorté les responsables douaniers à mieux faire pour davantage mobiliser leurs ressources pour le compte de l'État. L'appel est le même, c'est atteindre et dépasser les quotas, parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre État a un budget essentiellement fiscal et l'administration des douanes fait partie de ces régies qui contribuent à plus de 50%, n'est-ce pas, à la mobilisation des ressources fiscales pour le compte de l'État afin de l'aider, n'est-ce pas, à financer, disons, les projets socio-économiques. Donc c'est vous dire que nous avons une large part à prendre, disons, dans le concert de développement de notre nation. Pour les responsables, le message est clair. Désormais mieux que par le passé, ils s'engagent. Au jour le jour, nous faisons, disons, le maximum pour la mobilisation des recettes. Donc tel est le souci, disons, de DG de la douane et tel est, disons, le souci du ministre des Finances qui veut qu'on puisse vraiment à tout moment faire au moins plus de 100% des recettes. Et nous avons, disons, nous sommes engagés, la main sur le cœur, pour rassurer notre directeur général, comme quoi nous allons faire de notre mieux et que ces résultats seront atteints. Cette visite du directeur n'est en fait qu'une étape. Dans sa logique de gestion participative, il a prévu d'autres visites, toujours dans ces unités de base. La Fédération des associations de personnes handicapées du Bénin s'organise. Eh bien, son bureau a été officiellement installé pour faire face aux nombreux défis qui s'imposent aux personnes handicapées. Voyons le reportage de Florine Zondji. C'est un bureau de 9 membres qui va désormais coordonner les activités de la Fédération des personnes handicapées du Bénin. Il a été installé après 2 jours de travaux ardus et l'équipe est consciente du rôle qui est le sien dans la lutte pour la défense de la cause des handicapés. C'est historique, c'est une grande joie. Une joie encore que ce soit une équipe dynamique, forte, qui a été mise à la tête. Et nous nous engageons aux côtés de Madame le ministre, aux côtés de tous les partenaires pour travailler afin que la situation de la personne handicapée au Bénin puisse
véritablement changer, s'améliorer. Le ministère de la Famille est le partenaire privilégié de cette fédération et l'institution promet de faire son possible pour que les tests sur le recrutement et l'insertion des personnes handicapées soient appliqués. Nous avons une loi qui va être votée. C'est un outil formidable. Si ce test venait à être voté un jour par notre Assemblée, je crois que l'essentiel des problèmes des personnes handicapées sera abordé et c'est sûr la marginalisation à laquelle vous continuez d'être exposé jusqu'à présent, ça va se réduire formidablement. Les membres du nouveau bureau installé comptent sur la contribution de tous les acteurs à divers niveaux pour les accompagner dans la réussite de leur mission. Il est désormais plus facile de communiquer sur le réseau mobile Libercom, surtout à Montpar, dans la commune de Savalo. La mise en service officielle du réseau a eu lieu le week-end écoulé à Montpar. Sur place, voici le reportage de Gilles Danso. Eh bien, toutes nos excuses pour ces difficultés liées donc à la qualité sonore de ce reportage que vous aurez l'occasion de suivre dans nos prochaines éditions. 108.0 FM, Radio Univers, la radio des étudiants, a libéré ses stagiaires de la promotion 2013 ce vendredi au cours d'une cérémonie à l'amphi Idriss Deby-Itno dans le secteur du journalisme, de l'animation et de la technique. Ces jeunes ont reçu les rudiments nécessaires pour exercer le métier. L'armée d'attestation aux récipiendaires a mis fin aux engagements envers à la radio à partir de ce jour. Jean-Claude James. Apparemment, nous avons quelques difficultés par rapport à la diffusion des autres reportages. Nous allons tenter avec un autre reportage pour voir si on y arrive, tant mieux, auquel cas on pourrait peut-être boucler le journal. Mais bon, en attendant, on va passer à cet autre reportage. Eh bien, l'Université d'agriculture de Kétou a reçu 2 bus pour les sorties pédagogiques des étudiants conclus pour les activités pédagogiques. Ces matériels roulants ont été officiellement remis mercredi dernier au directeur des écoles de formation par le recteur de l'UAK. Reportage Jérôme Bois. Apparemment, on n'y est pas parvenu, c'est pas bien grave, on aura l'occasion de revenir sur ces différents sujets. Mais en attendant, sachez que juste après moi, à 21h, de 21h à 21h30, la déclaration des partis et alliances de partis politiques en lice pour les élections législatives. Et puis à partir de 22h, le programme prévoit la diffusion de 2 feuilletons, Le Triomphe de l'amour et des Wild, et à 23h30, le journal de la nuit. Retrouvez ce journal sur le site www.ortb.bj. Une nouvelle fois, toutes nos excuses par rapport aux éléments qu'on n'a pas pu diffuser, que vous allez retrouver dans l'édition de 23h avec Amandine Agnabosso. Merci et à demain.